T'es sûr de ton plan là, parce que... il est pas loin de convulser quand même. C'est bon, on a tout son matos. On a toutes les infos. On n'a plus besoin de lui, on peut le relâcher. Non? Faut que tu y retournes. On n'en sait pas encore assez. À quoi ça sert d'avoir une raid? On n'a jamais réussi à régler une seule caméra. Va falloir qu'on se remette au travail. Ah oui, lui, quels que soient les boîtiers qu'il utilise, l'image est toujours parfaite. Cinématique. Epic B-roll 8K, Mekouyanski, tutti quanti. Alors tu prends ton oreillette. Et en voiture, Simone. C'est moi qui conduis. C'est toi qui klaxonne. Faut qu'il t'explique encore. Alors François, je t'ai dit qu'on n'en avait pas fini, toi et moi. Tes vidéos YouTube, là. L'image, elle envoie du lourd, à chaque fois. Je suis sûr que t'as des réglages secrets. Comment tu fais? François. Laisse-moi sortir, putain! Allez, François. Non. Même pas pour un petit café? Mais y a pas de réglage secret. Faut juste bien cadrer, bien exposer. Bien exposé. Ça a l'air facile pour toi. Bah non, faut juste bien gérer ton triangle d'exposition. Le triangle d'exposition. Tu m'as pris pour une buse. C'est la base. Le truc de débutant. Mais ça peut pas être ça, ton secret. Ouais, enfin la base, je suis sûr qu'en cherchant bien, on va trouver des trucs que tu sais pas. C'est pas juste des réglages, y a une intention derrière. Ouais, le triangle d'exposition, c'est la base, ok, mais elle n'est pas toujours bien comprise, surtout en vidéo. Ce sont les trois composantes essentielles de la vidéo et de la photo, même si on ne les utilise pas exactement de la même manière dans chacun des deux. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la photographie, ça veut littéralement dire écrire avec de la lumière. Dans ces trois composantes qui vont te permettre de sculpter ton image, il y a l'ouverture, la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO. Ces trois facteurs vont influer les uns sur les autres et c'est tout un art de savoir les utiliser ensemble. Et vu que chacun de ces paramètres va influer sur l'exposition de ton image, quand t'en modifies un, faut modifier les autres. Faut gérer les trois en même temps? Tu veux dire que le mode automatique, c'est pas une bonne idée? Ah non, pas en vidéo. À la limite, les modes semi-automatiques dans certaines situations bien particulières. Mais le mode auto... Tu shootes en mode auto? Non. Bon, je te donne mon secret, mais après tu me laisses partir. Dis toujours. On reprend depuis le début. Tu vois, c'est pas si évident, hein, même quand on a de l'expérience. On va commencer par l'ouverture. Dans une optique, il y a bien sûr la partie verrerie, mais il y a aussi ce qu'on appelle le diaphragme, qui est un système qui va permettre de faire rentrer plus ou moins de lumière dans le capteur de ta caméra. En fonction des conditions lumineuses, on va donc pouvoir ajuster. Mais son usage principal, c'est de déterminer la profondeur de champ, c'est-à-dire la zone nette dans l'image. On donne le degré d'ouverture avec la lettre F suivie d'un nombre. Plus ce nombre est petit, plus l'ouverture est grande. Par exemple, F1.4 ou F1.8, c'est grand, et F22, c'est minuscule. Une faible ouverture donne une zone nette très grande. A l'inverse, une grande ouverture donne beaucoup de flou d'arrière ou d'avant-plan, et une zone nette très réduite. On peut observer ce qu'on appelle aussi l'effet bokeh. Ah, le bokeh. Un classique du cinéma. Un classique du cinéma. Ah ok d'accord, ça fait longtemps que t'as pas vu un film toi. Contrairement à ce qu'on pense souvent, beaucoup de flou d'arrière-plan ne donne pas forcément un look cinéma. Il n'y a qu'à voir le nombre de scènes cultes de grands films dans lesquels il n'y a strictement aucun flou. Non, le flou d'arrière ou d'avant-plan, c'est avant tout du langage par l'image. Bon, ok, dès qu'on voit les petits halos de lumière, c'est satisfaisant. C'est esthétique, mais ça va surtout diriger l'œil du spectateur vers ce qui est net et contribuer à raconter l'histoire. On peut choisir de donner du contexte à notre image avec une grande profondeur, ou alors de se focaliser sur un personnage, un objet. Ça peut même cacher aussi certaines choses au spectateur. Et là encore, ça sert à raconter une histoire. Dans cet extrait de The Revenant par exemple, l'arrière-plan est net, tout simplement parce que le réal a voulu mettre son sujet en contexte, seul face à l'immensité de la nature. Dans cet autre extrait par contre, l'arrière-plan est flou, parce que ce qu'on veut, c'est que le spectateur regarde le visage du personnage, ses émotions, pas ce qui l'entoure. Demande-lui comment on fait avec les ciseaux. Ok. Comment on fait avec les ciseaux alors?
Les ciseaux? Les ISO. 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 Les ciseaux? Les ciseaux? Les ISO. Les ciseaux? Les ISO. Les ciseaux? Ah, les ISO! ISO! Ouais, les ciseaux. Les ISO, ou plutôt la sensibilité ISO, c'est la deuxième composante du triangle d'exposition. Pour faire simple, elle sert à dire à notre capteur « je veux que tu sois plus ou moins sensible à la lumière ». Plus on monte les ISO, plus l'image sera claire. Plus on les baisse, plus elle est sombre. Écoute-moi bien, François. Dans ma carrière, j'en ai connu. Des appareils qui montent à plus de 400 000 ISO. Parfait. On peut filmer dans la nuit avec ça. Ah oui, c'est sûr, hein, si tu veux que ton image ressemble à un bol de semoule... Je hais la semoule. Bah oui, mais ça serait trop beau. Plus tu montes tes ISO, plus l'image est claire, mais il y a une contrepartie. Plus on monte les ISO, plus on aura ce qu'on appelle du bruit numérique. Et le bruit numérique, c'est très disgracieux. À titre de comparaison, c'est comme le souffle qu'on peut entendre quand on fait une prise de son. On peut le rattraper en post-prod un petit peu avec ce qu'on appelle un denoiser, mais ça reste une forte dégradation de l'image. Certaines caméras ont d'ailleurs une ou plusieurs plages ISO qu'on appelle natives, et en gros tu filmes avec cette sensibilité ISO et point barre. Ce qui te garantit une image sans bruit, mais qui peut te contraindre à utiliser un filtre ND. Toi, t'essayes encore de m'embrouiller. Non, un filtre ND, un filtre à densité neutre. Si tu es dans une situation de forte luminosité et que tu veux garder ton flou de mouvement et ton bokeh, il faut trouver un moyen de diminuer l'apport de lumière sur ton capteur. Pour ça, il y a les filtres ND. C'est tout simplement un verre teinté qui va agir comme des lunettes de soleil sur ton capteur et permettre d'exposer correctement. Il en existe des fixes et des variables, mais attention aux variables, même s'ils sont très pratiques, ça peut vignoter et changer un petit peu la colorimétrie. Et pour cette histoire de bruit, faut pas confondre le grain et le bruit. Comme au cinéma. Oui, le grain, c'est cette texture qu'on retrouve sur les films tournés sur pellicule. Parce qu'ils étaient loin d'être lisses niveau image. Comme au cinéma. Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, on rajoute du grain numérique pour donner un look organique proche de la pellicule à nos fichiers numériques. Comme au cinéma. Et la vitesse d'obturation? La vitesse d'obturation, c'est tout simplement le temps d'exposition à la lumière qu'on va donner au capteur pour chaque image qu'il va capter. Généralement, sur les boîtiers photo qui font de la vidéo, elle est exprimée en fractions, une fraction de seconde. Par exemple, le plus souvent, si on filme à une cadence de 25 images par seconde, on définit une vitesse d'un cinquantième de seconde pour le temps d'exposition de chaque image. Plus longtemps on laisse exposer, plus il y a de lumière et donc plus l'image sera claire. A l'inverse, une vitesse d'obturation rapide entraînera une image plus sombre. Mais en vidéo, la vitesse d'obturation a un rôle bien spécifique, celui de faire apparaître ou pas du flou de mouvement. Le fait d'avoir ce flou de mouvement donne une image plus naturelle car notre œil perçoit les images de cette façon. Quand ça va vite, on observe du flou. Mais d'un autre côté, une bonne scène de baston à la Marvel, ça va souvent très vite et le réalisateur utilise dans ce cas une plus grande vitesse d'obturation. Ou alors, comme dans Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg, une vitesse d'obturation utilisée pour obtenir le côté cisaillé et net de ce film de guerre. Ça a aussi un impact sur l'effet de flickering ou de scintillement que peuvent générer certaines lumières artificielles, mais la plupart du temps, ça sert la narration. Donc ces réglages-là, c'est aussi comme au cinéma? Oui, enfin non. Sur les caméras de cinéma, on parle en angle d'obturation, mais c'est la même chose. La terminologie, elle date juste de l'époque où les obturateurs c'était des disques rotatifs avec un trou plus ou moins grand. Mais de toute façon, il y a un moment où on règle plus pour des contraintes techniques, mais dans un objectif de narration. On règle pas pour compenser trop ou pas assez de lumière, on règle pour raconter une histoire. Mais c'est quoi ton délire? Tu veux faire un film? Non. Dis-lui non. Dis-lui non. Dis-lui non. Dis-lui non, putain. Tu vas te faire foirer. Dis-lui non. Dis-lui non. Non. Il veut faire un film. Non. Dis-lui non. Tu veux faire un film? Non. Dis-lui. Dis-lui non, j'arrive. Dis-lui non, j'arrive. Ok, j'arrive. Il veut faire un film. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis que j'arrive. J'arrive. Il arrive.